Pour parler de performance, je vais demander à Yann, bien sûr, de venir nous dire quels sont les enseignements du programme sur la question de la performance. Merci. Merci Elodie. Voilà, ce sera mieux. C'est mieux d'adapter l'outil à sa taille. Par rapport donc à ces grands résultats, en synthèse, on parle de la performance. Là, ce sera plus facile à suivre avec les bonnes images. Je sais bien qu'on vient de parler de l'innovation et de l'agilité, mais voilà. Parfait, là on est bon. Alors, donc, en synthèse, qu'est-ce qu'on peut partager en termes, finalement, quels sont les impacts considérés comme forts des alliances sur la performance par tous les acteurs? Déjà, les alliances, elles sont bien un levier de performance, à la fois pour les entreprises, les collectivités territoriales et les associations. Ce levier, il est clairement reconnu par tous, et notamment pour les acteurs concernés. 55% pour les entreprises, 56% pour les collectivités territoriales et 81% pour les associations. Ce lien entre alliance et performance, il est bien appréhendé finalement par les différents profils d'acteurs. Mais alors, comment ce levier il se traduit en actes au plus près du terrain? Il s'incarne finalement dans des nouveaux équilibres socio-économiques. On considère notamment l'acception du terme originel de l'économie comme l'équilibre de la maison. Aujourd'hui, on voit apparaître, au-delà des leviers traditionnels des personnes et du capital mobilisés dans les organisations, celui de l'ouverture et de l'interaction avec son écosystème, autrement dit, des alliances. En d'autres termes, il s'agit de sortir de soi pour aller vers les autres. Et ce levier des alliances, il est facteur de pérennité et de résilience, ce qui a clairement été démontré, notamment dans les premiers moments de la crise de la Covid, par rapport à la capacité de réaction des organisations via les alliances. Cet équilibre du modèle socio-économique de tous les acteurs, il repose bien sur 3 leviers, les talents, les financements et aussi ce levier des alliances. Et quel est alors le défi collectif? Ce défi, c'est d'apprendre à articuler les différents modèles. De façon très macro, il existe 7 différents modèles socio-économiques d'organisations publiques et privées. Ces modèles ont chacun leur propre spécificité, leurs propres valeurs et modalités de fonctionnement. Et de façon plus micro, les partenariats articulant économie et intérêt général permettent d'aller d'un modèle à un autre. Le défi collectif à relever, finalement, il est bien de pouvoir apprendre à agir ensemble et d'apprendre à hybrider les modèles grâce à des alliances innovantes articulant économie et intérêt général. Voilà les quelques mots que je me permets de vous partager. Merci à tous. Merci Yann. Alors, pour illustrer cette articulation entre économie et intérêt général, je vais demander à Luc Bellière, président de Percé 3C, et Muriel Barnéou, directrice de l'engagement sociétal du groupe La Poste, à venir me rejoindre. Donc une vision économique de cette réconciliation entre économie et intérêt général que l'on va avoir. Bonjour à vous. Et je tiens à préciser que et Luc et Muriel, vous êtes coprésidents du groupe de travail Entreprises et Territoires dont on va parler tout à l'heure. Alors je commence par vous Luc, donc président de Percé 3C. Vous dirigez une PME à Montargis, un Abel Group, qui fait partie d'un collectif qui a été à l'origine de l'association Percé 3C en 2020, qui agit sur les questions de l'écologie industrielle et territoriale. Alors pour une PME, en l'occurrence pour une entreprise, en l'occurrence une PME, les alliances finalement, qu'est-ce que ça permet d'activer comme levier de performance? Quels sont les leviers qui sont activés grâce aux alliances? C'est bon. Alors bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Je pense que déjà ça part d'une nécessaire prise de conscience qu'une plante ne pousse pas bien dans le désert,
Et donc, forcément, l'entreprise se doit aussi de coopérer au territoire, de contribuer, on va dire, et d'ailleurs inversement. Et j'entendais ce qui se disait tout à l'heure, et je me dis, c'est vrai que moi, je prône justement de sortir l'entreprise d'une vision purement modèle économique et de l'emmener vers un modèle socio-économique qui prendrait en compte toutes les parties prenantes externes, c'est-à-dire l'environnement naturel et l'environnement social, enfin, dans la définition américaine, donc sociétale, on va dire. Et ben justement, en fait, les alliances, ça permet de mobiliser les parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes. Alors les internes, c'est le plus évident, on va dire, puisque ce sont les salariés. Ça montre à la fois d'être dans des alliances concrètes. Ça sort l'entreprise de simplement du discours de bonne intention et ça montre les choses de manière concrète à ses équipes, ce qui apporte la preuve de la congruence. Enfin, c'est un mot que j'aime bien, alors que je ne sais pas s'il est clair pour tout le monde, mais on va dire une cohérence, en fait. Un alignement complet. Et bah ça favorise à la fois le recrutement, la fidélisation. Moi, donc, j'ai une entreprise qui fêtait ses 50 ans, 2 entreprises qui ont fêté leurs 50 ans cette année. Et on a fait des petites vidéos des membres de l'équipe, hein, voilà, qu'on poste aussi sur les réseaux sociaux, donc vous pourrez tout voir, sauf Racer. Mais j'étais surpris sur les jeunes équipes. On a demandé quelle était leur fierté d'aller travailler à Sofracer. Donc les plus âgés, c'est l'innovation, c'est voilà. Et les jeunes équipes, c'est vraiment la fierté d'être dans une entreprise engagée, à la fois environnementalement et à la fois sociétalement, dans le territoire. Et enfin, j'ai absolument rien dicté. J'ai participé absolument pas au film. C'est vraiment ce qui est ressorti. Ça a été une très belle surprise pour moi, parce qu'effectivement, il y a 10-15 ans. Non, 20 ans maintenant, parce que le temps passe vite. Quand je me suis engagé dans cette transformation de l'entreprise, eh bien, c'était pas du tout ça. J'étais peut-être un petit peu seul devant à tirer la charrue, mais on me disait, bah non, mais enfin, c'est pas notre boulot. Enfin, tu comprends, c'est de la prime en moins à la fin de l'année. Maintenant, c'est une adhésion totale des équipes. Donc ça, c'est formidable. J'ai pas trop de soucis de recrutement. J'ai pas de soucis de fidélisation, y compris des jeunes, hein, des jeunes qui sortent de l'école, les jeunes ingénieurs sont encore là 15 ans après. J'en ai un qui est parti vivre à Toulouse, et ben il continue de travailler pour nous parce qu'il veut pas quitter l'entreprise. Voilà, donc c'est la fidélisation. Et puis ça aussi crée de l'agilité, hein, parce qu'on met en mouvement, en créant des alliances, on sort les gens de leur petit enclos ou précaré, et on les met en mouvement, et du coup on apprend l'entreprise tout entière à être agile. Voilà, les parties prenantes externes, c'est très important aussi, donc le client, fournisseur, partenaire, et avec elles, on a un gain qui n'est pas mesurable économiquement, hein, mais qui est la confiance. C'est vraiment, on sort de la relation de prédation avec les partenaires, avec les fournisseurs. Ils comprennent que parce qu'on est engagé dans ce genre d'alliance sur des territoires, on est un partenaire sain. Et du coup, ça change complètement les relations commerciales vers nos clients ou vers nos fournisseurs, et même dans le discours vis-à-vis des collectivités. Alors, on pourrait le chiffrer économiquement, mais ce n'est pas l'objectif. Mais parce que, en quoi est-ce que c'est chiffrable économiquement? C'est un gain de temps sur énormément de choses. Alors, quand on fait confiance à un fournisseur, quand on dit, bah oui, effectivement, tu as un revers, moi je suis prêt à prendre en charge ce revers-là parce que j'ai la possibilité sur ce contrat-là, on est surpris que le coup d'après, c'est eux qui nous viennent en aide. Et voilà, c'est très efficace. Et puis, le deuxième levier, outre la mobilisation des parties prenantes, je dirais, c'est la capacité d'innovation. Comme je disais tout à l'heure, ça crée de l'agilité dans les équipes. Donc, les équipes qui sont habituées à sortir de leur précaré, pensent autrement et imaginent des solutions autrement. Et puis, ça permet de trouver des solutions nouvelles à des problématiques nouvelles. Au sein de Percé3C, on travaille beaucoup sur la réparation et la réutilisation de matériel, quel qu'il soit. Mais on a commencé avec les équipements électroniques. Mais
c'est une innovation pour le territoire qui favorise à la fois les entreprises, parce qu'on va utiliser l'inclusion pour réparer et remettre dans les circuits. Et donc, ça nous a permis de créer le pôle territorial de coopération économique qui s'appelle CIEL, Circularité, Inclusion et Économie locale, et auquel participent toutes les structures d'insertion par l'activité économique, les associations citoyennes et environnementales du bassin. Donc, c'est aussi une fierté. Alors là, on était sur un focus entreprise. Maintenant, si on fait un petit focus sur les salariés à proprement parler, qu'est-ce que ça leur apporte pourquoi ils s'engagent, les salariés? Quels sont les leviers qui leur permettent, grâce aux alliances, pourquoi c'est un moteur? La première chose, c'est évidemment, je l'ai vaguement brossé tout à l'heure, mais c'est la question du sens. Déjà, savoir pourquoi on travaille, à quoi on contribue. Avoir un métier aussi beau soit-il dans une entreprise dont on n'est pas convaincu que ce soit utile ou en conformité avec ses propres convictions, on y perd son âme, je crois. Et ça explique aussi beaucoup de démissions qui sont produites ces dernières années. Et donc, de se dire, même si le travail n'est pas en lien, ça peut être en lien direct ou indirect. Hein, ça peut être, si c'est l'engagement de l'entreprise, on est quand même fier d'y participer. Donc, on se dit, parce que par notre activité, on participe indirectement à ce travail sur le territoire, etc. Donc ça apporte. Et puis parfois, des entreprises proposent même une intervention directe du salarié. Alors ça se passe souvent avec des cadres, mais on est surpris aussi de voir l'adhésion des équipes de s'engager pour des associations locales quand l'entreprise commence à nouer des partenariats locaux et des alliances. Et donc ça, c'est un engagement. Et puis du coup, les salariés qui participent directement, ils se sentent vraiment utiles. Ils se sentent vraiment participer à quelque chose de plus grand qu'eux et de plus grand que l'entreprise finalement. Ça renforce le lien social pour les personnes qui s'engagent. C'est un point aussi extrêmement important. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, ça met en mouvement, ça crée une dynamique, peut-être il y a un gain aussi en compétences, on va dire en compétences transversales. Ça apporte pas d'expertise métier. Enfin, c'est plutôt, d'ailleurs, les entreprises qui vont apporter les expertises métiers aux associations du territoire. Mais c'est des compétences transversales pour travailler avec des gens différents, avec des cultures différentes. Et ça aussi apaise les liens sociaux dans l'entreprise. Voilà. Donc ça apporte beaucoup d'agilité à l'entreprise et aux salariés, ce qui fait que je dirais même que ça augmente leur employabilité. Merci Luc. Donc votre témoignage permet de voir qu'il y a finalement ces alliances d'intérêt général permettent de trouver un équilibre entre performance et engagement, que ce soit de l'entreprise mais également des salariés. Oui, c'est sûr que c'est pas le fer de lance au départ, mais il y a effectivement un enjeu de performance économique. Les alliances permettent aussi de trouver des solutions qui sont économiquement viables, c'est-à-dire que quand on travaille sur de l'inclusion, effectivement, il y a des aides. On peut donc traiter de manière vertueuse des flux qui ne seraient pas viables économiquement sinon. Voilà. Merci beaucoup. Alors Muriel, directrice de l'engagement sociétal du groupe La Poste. Alors La Poste, oui, le groupe. Jusque-là, tout est vrai. Oui, mais après aussi, ça sera vrai. Le groupe La Poste, Le groupe La Poste a lancé en 2014 le programme l'Alliance Dynamique, qui concrétise une volonté à la fois du groupe, mais aussi des acteurs de l'ESS de coopérer ensemble dans les territoires pour lutter ensemble donc contre les fractures territoriales, environnementales et sociales. Et donc c'est un grand groupe là pour le coup par rapport à la PME, un grand groupe qui a un maillage territorial très fort. Et donc avec 17 000 points de contact, La Poste est très au clair sur le fait qu'il faut à la fois avoir un cadre d'action clair, partagé, mais qui soit suffisamment souple pour permettre au territoire justement de pouvoir agir de façon très pertinente. Et donc par rapport à ça, le programme Alliance Dynamique est très ancré territorialement. Et en quoi il crée de la valeur pour la stratégie du groupe? Au clair, je ne sais pas. C'est un monde qui est complexe, enfin c'est un écosystème qui est complexe et à la tribune on vous raconte de belles histoires et ce sont de vraies histoires au-delà de la boutade, mais elles sont difficiles à mettre en œuvre.
Elles sont, en tout cas pour l'univers postal, c'est pour ça que je dis très au clair, oui, certainement, mais c'est le fruit d'un travail qui finalement aura duré plusieurs années. On a démarré en 2014 et ça n'a pas été au départ quelque chose de très facile et même de très successful, hein, comme on dirait. Pourquoi? Parce que je pense que la première étape n'était pas suffisamment posée, qui est celle de la vision partagée. Brigitte en parlait tout à l'heure. Je pense que lorsqu'on s'est lancé en 2014, et on a très bien fait de le faire, j'ai aucun problème avec ça, mais au fond, la question de que cherche-t-on sur ces territoires, quelles vont être nos priorités et à quoi est-ce que l'on va renoncer, n'était pas si posée que ça. C'est quelque chose que nous avons fait pratiquement 4 ans après, oui c'est ça, hein, 4 ans après, hein, je te regarde Charles Benoît, en disant on va aligner au fond ces actions sur les territoires, se faire alliance sur les territoires, donc ce que l'on appelle l'alliance dynamique, c'est-à-dire un collectif, parce qu'il n'a pas d'engagement particulier autre que l'intention, hein, un collectif aujourd'hui de 1300 structures, des très grandes avec des têtes de réseau type Croix-Rouge, type SOS, et puis des choses beaucoup plus petites dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, je sais pas, les jardins de Cocagne, les jardins de la Montagne Verte, enfin des structures très locales. Et on va poser au fond ce que nous cherchons et on le pose sur les piliers qui sont la politique RSE du groupe, qui sont la gestion de 4 grandes transitions. Celle du développement et de la cohésion des territoires, celle de l'inclusion, au titre de la transition démographique, hein, bien sûr, qui sont celles du digital, avec la question de l'avènement d'un digital frugal, inclusif et éthique, et celle de la transition écologique. Et on va dire à ce collectif, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'agir sur ces 4 piliers. Et je pense qu'à partir de là, on a un changement d'état parce que nous avons posé cette vision partagée et du coup créé un intérêt à faire quelque chose ensemble. Brigitte en parlait très bien, hein, avec des chemins différents mais néanmoins vers un même objectif. Pour que ça marche, il a aussi fallu qu'on ait des choses très concrètes à faire parce que sinon on tient pas le rythme et on tient pas le souffle. Et on a aujourd'hui un engagement qui est un engagement qui peut paraître un peu sec, mais qui néanmoins est très moteur en énergie, qui est chiffré, qui est d'avoir 150 nouveaux partenariats chaque année. Un partenariat, c'est par exemple l'installation d'un point poste dans une structure locale, territoriale, qui va permettre à nous, acteurs économiques, d'alléger notre mode de présence et à la structure accueillante d'avoir une activité complémentaire de ce qu'elle va offrir à la population locale. Un partenariat, c'est ce qu'on va faire lorsqu'on lance une opération d'inclusion numérique. On est très moteur en matière d'inclusion numérique. Pour toucher des personnes exclues, on va faire appel à des structures locales qui vont identifier des personnes exclues en plus de ceux que nous sommes même à même de toucher. Un partenariat, ça peut être la volonté, on est un très gros opérateur d'apprentissage. Nous avons nos propres centres d'apprentissage qu'on appelle les formats postes, 3000 apprentis intégrés chaque année et la volonté de faire un peu plus en inclusion sociale et donc d'aller chercher un peu plus des jeunes issus de QPV dans ces structures d'apprentissage. Mais nous ne savons pas les toucher. Donc on va partenariser par exemple avec les missions locales de manière à être capable d'aller détecter ces jeunes très en amont de nos centres d'apprentissage. Donc ça, c'est un sujet extrêmement important, celui du rythme et de la capacité du coup à amener de la performance à l'entreprise, parce que nous sommes une entreprise et nous restons une entreprise, et à amener de la complémentarité d'activité, du sens, de l'énergie, du financement à une structure locale. Le troisième temps, qui est celui qui s'ouvre, je pense, un peu plus et qui n'est pas encore totalement au clair, pour répondre à votre question, c'est la question de la mesure d'impact. Ça, c'est encore quelque chose qui est devant nous, qu'on
pratique pas aussi industriellement, qu'on n'a pas véritablement industrialisé autant que ça, c'est quelque chose qui mériterait d'être fait, en étant en capacité non seulement de mesurer combien de personnes ont été touchées, combien de situations on a résolues, mais d'ouvrir sur la valeur qui a été créée et qui a été apportée à ce collectif qui est la société tout entière, parce que lorsque vous incluez quelqu'un dans l'univers digital, vous apportez une richesse incroyable au collectif que nous représentons tous. Je vous rappelle que l'exclusion digitale, c'est 1,6 milliard d'euros de coûts pour le collectif aujourd'hui pour rattraper toutes ces situations qui sont des situations qui ne savent pas s'interfacer en matière digitale. Ça, c'est encore pour moi devant nous ce sujet de, on va dire, la gestion régulatrice, on l'appellerait comme ça dans nos grandes étapes, qui est celle de la mesure d'impact et une mesure d'impact large. Merci beaucoup. Alors, on voit que les liens entre l'entreprise et son territoire ou ses territoires d'intervention sont très importants parce que ça permet finalement à l'entreprise de s'adapter aux spécificités du territoire, à ses besoins et aussi aux acteurs en présence. C'est tout ce que vous venez de dire avec l'Alliance Dynamique. Et par rapport à ces liens, donc, je vous disais en introduction, vous êtes coprésidente avec Luc du groupe de travail Entreprises et Territoires qui a été lancé en 2021 avec l'ORS. Et qui a permis de faire tout d'abord un état des lieux sur les enjeux, les pratiques, les impacts de l'engagement territorial des entreprises. Et cette année, on s'est plus spécifiquement focalisé sur les 4 catégories de partenariats qui sont développées par les entreprises. Donc, je le rappelle très rapidement, les pratiques responsables, c'est-à-dire comment les acteurs économiques font appel aux structures d'intérêt général pour faire évoluer leurs pratiques. Les partenariats de coopération économique où 2 partenaires donc aux profils différents s'associent, co-construisent une offre commune. Les partenariats d'innovation sociétale où pareil, on co-construit mais des partenariats de R&D sociétal et enfin le mécénat qui a pour objet de soutenir des projets d'intérêt général. Alors par rapport à ces 4 catégories de partenariats très complémentaires, quels sont les enseignements que vous tirez de cette complémentarité ? Très modestement et très humblement, parce que les échanges et les débats étaient, j'ai trouvé très intéressants et merci au Rameau d'avoir initié cette démarche qui était en tout cas pas forcément évidente dès le départ, même si Charles Benoît est toujours extrêmement confiant et entraînant sur ces sujets. Je crois que ce qui est à souligner, c'est la diversité des acteurs et la diversité des modèles. Et ce qui, moi, me semble très intéressant et très important, c'est le respect de cette diversité. Ça me semble un sujet absolument essentiel. Une entreprise reste une entreprise. Une association est une association. Une fondation est une fondation. Et ça n'est pas parce que l'on partage cette notion d'intérêt général que certains parfois, on peut avoir du mal à partager en pensant que c'est un monopole de quelques-uns ou de Happy Few ou d'une structure ad hoc. Non, cette notion, elle peut être partagée et pour autant, il y a des modèles différents et il faut, je crois, dans ce pas les uns vers les autres, accepter ces identités, accepter ces différences, accepter l'idée qu'une entreprise s'intéresse à l'intérêt général, accepter qu'une structure de l'ESS puisse avoir besoin d'être financée et stabilisée et d'avoir un modèle et un modèle durable et pérenne, c'est un des premiers enseignements qui me semble très important à partager. Le deuxième, c'est accepter de ne pas tout savoir. Alors c'est sans doute quelque chose qu'une structure plus petite a l'habitude et l'humilité et la simplicité de faire. Quand on est une grosse organisation comme la Poste, l'idée qu'on ne sache pas tout, qu'on n'ait pas tout en main et qu'on ne soit pas surtout des grands spécialistes du territoire, ça n'était pas quelque chose d'évident et de toujours évident. Et je le partage très volontiers avec vous, notamment le volet territorial et la capillarité du volet territorial. Les témoignages précédents le racontaient très bien, je trouve, parce qu'il y a des choses que l'on ne trouve que sur certains territoires. Ce que vous disiez très bien, Madame, tout à l'heure. Les territoires ne se valent pas tous. Un modèle qui vaut en Bourgogne ne vaut pas forcément en Bretagne ou en Aquitaine ou ailleurs. Et c'est
aussi quelque chose qui moi, m'a semblé un enseignement intéressant, quelque chose qu'il faut avoir l'humilité d'avoir en permanence auprès de soi, en acceptant aussi une forme d'inconnu et de pari. Je voudrais juste terminer, on n'en a jamais parlé, Charles Benoît, mais sur quelque chose qui, moi, est un regret peut-être, ou en tout cas une piste, j'en sais rien, quelque chose qu'on pourrait ouvrir autour de ces modèles. Lorsqu'on parle d'innovation sociétale, finalement, on a quelque chose qui est assez peu reconnu au-delà d'un cercle assez restreint. Et j'assistais il y a pas très longtemps à une table ronde que je trouvais très intéressante où une des jeunes femmes qui intervenait plaidoyait pour que, après tout, il y ait aussi un crédit d'impôt innovation sociétale, comme il y a un crédit d'impôt recherche. Je ne sais pas si c'est la bonne voie. Ce n'est pas du tout l'objet. Et l'objet n'est pas de créer une niche ou de créer un avantage financier. Mais je pense qu'au travers de cette question de l'impact et au travers de cette question de se faire alliance avec des objets et des structures de nature extrêmement différentes, il se joue quelque chose de la reconnaissance de cette innovation qui mériterait d'avoir aussi quelques lettres de noblesse, ou en tout cas d'avoir une reconnaissance. Je sais pas la qualifier autrement. Je ne sais pas si disposer d'un crédit d'impôt est une lettre de noblesse, hein, c'est pas du tout. Mais en tout cas, je crois qu'il y a quelque chose qui se crée et qui échappe aujourd'hui à une validation, une reconnaissance, à quelque chose qu'on puisse partager, dont puisse faire état, au-delà d'un cadre très happy few, hein, très averti, et qui embarque plus largement, parce que le sujet, c'est bien d'embarquer dans ces 4 catégories de modèles des structures qui sont bien sûr d'origine très différente, des petites, des grandes, des internationales, des locales, des nationales. C'est ça le sujet. Merci beaucoup Muriel. Alors, ça sera peut-être un point à creuser avec le Rameau. Et juste pour conclure et puis pour compléter tout votre témoignage, c'est de montrer que finalement, ces relations partenariales ont pas mal évolué. Hein. Vous disiez, en 30 ans, en 90, on était plutôt sur la solidarité. Dans les années 2000, plutôt sur l'évolution des pratiques avec la responsabilité sociétale des organisations. Et là, ça fait une dizaine d'années où on est face à des partenaires qui veulent co-construire, trouver leur complémentarité pour à la fois contribuer à leur propre performance en consolidant leur organisation, tout en contribuant au territoire, à ses spécificités, à ses besoins, enfin à l'intérêt général en général. Voilà, donc c'est comment on concilie ou réconcilie, je ne sais pas, économie et intérêt général. Merci beaucoup.